Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Askestago, le podcast dédié à apporter des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Je suis Dana Hazard et je suis ravie de co-animer à nouveau cet épisode avec Audrey Carlo. Nous avons déjà fait 2 épisodes sur les tests de routine, le TP et le TCA. Il était alors temps de parler du dernier test le plus utilisé en hémostase, le dosage du fibrinogène. Pourquoi fait-il partie des tests les plus utilisés? Quelles sont les méthodes utilisées pour le faire? Et bien d'autres questions. Notre invité nous aidera à résumer toutes les bases à connaître sur ce test. Et notre experte aujourd'hui, c'est Florence Crépet. Florence, tu es manager R&D et tu pilotes une partie des équipes en charge de la conception de nos réactifs et de leurs applications sur nos automates. Et tu as notamment travaillé sur nos tests de dosage du fibrinogène. Tu es donc notre interlocutrice tout indiquée pour notre épisode d'aujourd'hui. Bonjour Florence et bienvenue. Bonjour Audrey, bonjour Dana. Merci pour votre invitation. Bonjour Florence, comme d'habitude, on aime bien ici commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est le fibrinogène? Alors, comme tu l'as mentionné, le test fibrinogène fait partie des tests globaux en hémostase, comme le TP et le TCA. Le fibrinogène, il est synthétisé par le foie et il est indispensable pour la coagulation du sang. C'est une protéine qui aide à arrêter le saignement et qui favorise la cicatrisation des plaies en formant des caillots sur le site de saignement où qu'il se trouve dans le corps. Ce test est également appelé facteur 1, fibrinogène sérique et test de fibrinogène fonctionnel. Mais Florence, quel est le but clinique vraiment de ce dosage de fibrinogène? Alors, on peut utiliser ce test pour différents cas cliniques, comme par exemple l'investigation des troubles de la coagulation, comme les hémorragies ou le diagnostic et le suivi de la CIVD. On peut aussi l'utiliser pour la mise en place et le suivi d'un traitement thrombolytique prolongé, ou encore pour l'évaluation des risques de maladies artérielles. Et nous savons que les troubles du fibrinogène qui peuvent être associés à ces situations cliniques peuvent être héréditaires ou acquis. Oui, c'est vrai, on peut vivre avec des troubles héréditaires. C'est le cas de la fibrinogénémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de fibrinogène. C'est une maladie assez rare et qui provoque des saignements abondants. On peut aussi avoir de l'hérédité dans le cas de l'hypofibrinogénémie, avec une production réduite de fibrinogène, qui est en général inférieure à 1 gramme litre. Les malades sont généralement asymptomatiques. Et enfin, on peut avoir de l'hérédité associée à la dysfibrinogénémie. Dans ce cas, le fibrinogène, il est bien présent, mais il est défectueux. Le taux de fibrinogène est alors compris entre 1,5 et 3,5 grammes par litre. Et le malade peut être soit asymptomatique, soit présenter à la fois des saignements et des thromboses. Et donc là, tu nous as décrit les troubles héréditaires. Qu'en est-il des pathologies acquises? Alors, dans le cas des maladies acquises, il y a des conséquences cliniques. Plusieurs causes peuvent être à l'origine et la maladie acquise peut être de différents types. Elle peut être une hyperfibrinogénémie causée par l'âge, une grossesse ou une inflammation. Elle va augmenter le risque de maladies thromboemboliques veineuses et le risque de maladies cardiovasculaires. On peut aussi avoir une hypofibrinogénémie qui est causée par une insuffisance hépatique ou un traitement thrombolytique ou une transfusion sanguine massive. Et puis, on peut aussi avoir une dysfibrinogénémie causée par une maladie hépatique. Florence, notre podcast est principalement dédié aux professionnels de santé travaillant avec des résultats de laboratoire. Tu peux donc t'attendre à ma prochaine question. Comment on explore un défaut de fibrinogène chez un patient au laboratoire? Alors, il va exister 2 types de tests pour doser le fibrinogène. Soit le test d'activité, qui permet de vérifier si le fibrinogène est présent et ou actif, en mesurant le temps nécessaire à la formation du caillot sanguin. Un temps trop long signifie que le fibrinogène ne fonctionne pas bien ou que le taux de fibrinogène est inférieur à la normale. On a aussi le test antigénique qui permet de mesurer le taux de fibrinogène présent dans le sang et uniquement le taux de fibrinogène pour le coup. Si on se concentre sur le premier type de test, le test d'activité, parce qu'il me semble que c'est le plus utilisé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans cette catégorie de tests, il y a la méthode que nous appelons la méthode de Claus, qui consiste à mesurer le temps de coagulation d'un plasma dilué en présence d'un excès de thrombine. Ce temps de coagulation est directement lié au taux de fibrinogène présent. La méthode de Claus, c'est la méthode reconnue comme la méthode la plus fiable dans les laboratoires cliniques. Et pour ceux qui nous écoutent et qui seraient un petit peu perdus avec la cascade de la coagulation en nous écoutant, ne vous inquiétez pas, en fait, il s'agit juste ici de rappeler qu'on mesure un temps de coagulation et qu'on se réfère à une courbe d'étalonnage pour déterminer une concentration. Merci Audrey pour cette explication. C'est en effet un rapport du coup de base entre une concentration et le temps de coagulation.
Florence, quelles sont les concentrations attendues de fibrinogènes dans les conditions normales? Alors, dans les conditions normales, le fibrinogène circule dans le sang à une concentration entre 2 et 4 grammes par litre, ce qui est de loin la concentration la plus élevée parmi tous les facteurs de la coagulation. Et pour certains de nos auditeurs, vous êtes peut-être plus habitués à une autre unité, le milligramme par décilitre. Il suffit de multiplier la valeur par 100 dans ce cas. Et sinon, Florence, est-ce que cette concentration peut varier selon la zone géographique? Oui, en fait, généralement, la concentration de fibrinogène normale chez l'adulte, est entre 2 et 4 grammes par litre, mais parfois cette zone normale peut être un peu plus large. Comme d'habitude, c'est le médecin du patient qui interprétera le résultat du test de fibrinogène en prenant en compte son contexte clinique, à savoir ses symptômes, ses antécédents médicaux ou d'autres résultats d'analyse. Et puis, chaque laboratoire doit déterminer ses propres valeurs normales. Et maintenant, si on passe aux valeurs pathologiques, c'est quoi les niveaux pathologiques attendus? Alors, la plupart des pathologies sont dues à un taux de fibrinogène élevé qui peut atteindre 7 grammes litre ou même plus. Ces taux élevés sont liés souvent à une inflammation qui peut être causée par différentes maladies comme le diabète, l'obésité, un cancer, le VIH, etc. Sauf chez une population où l'augmentation est attendue. Je pense notamment aux femmes enceintes, par exemple. Oh, oui, tu as raison. Après, on a aussi l'hypofibrinogénémie qui, elle, est moins fréquente. Dans ce cas, le taux de fibrinogène est diminué, par exemple autour de 0,5 g par litre. Et Florence, tout à l'heure, tu mentionnais le fait que la méthode de Claus était la méthode la plus fiable, le gold standard pour la détermination quantitative des niveaux de fibrinogène. Cette méthode, elle existe depuis 1957, mais il est également important sans doute de rappeler que la méthode de détection des caillots est également très importante. Oui, le test de fibrinogène a pour spécificité d'induire la formation d'un caillot qui est dit faible. Et là, tout est dans le nom. C'est un caillot qui est moins solide, moins résistant que celui qui est créé quand on fait un test TP ou un test APTT. La détection mécanique a l'avantage d'être très sensible à ce type de caillot faible, car elle permet une détection précoce du caillot par rapport à une détection optique. Par ailleurs, le test de fibrinogène par détection optique peut être affecté par des interférences telles que les interférences HIL. Et ça me permet de rappeler qu'on a déjà fait un podcast complet sur les interférences HIL. Merci de les avoir mentionnées. Florence, quand j'ai commencé chez Stago, j'avais du mal à comprendre l'utilité de deux autres tests liés au fibrinogène, le temps de thrombine et le temps de reptilase. Est-ce que tu peux nous aider à clarifier ce point? Alors, quand on réalise un test TP, TCA ou fibrinogène, on mesure le temps nécessaire au sang pour coaguler. Un temps anormalement long indique un problème lors de la formation du caillot, qui peut être dû par exemple à un taux trop faible de fibrinogène. Et puis, il y a d'autres tests que le fibrinogène et qui sont spécifiques au fibrinogène, comme c'est le cas du temps de thrombine, on dit aussi TT, ou le temps de reptilase. Et si on commence par parler un peu de temps de thrombine? Alors, le temps de thrombine, c'est un test qui évalue la formation de fibrine en mesurant le temps nécessaire pour convertir le fibrinogène en fibrine en présence d'une quantité donnée de thrombine. Le temps de thrombine est sensible à un déficit ou à un dysfonctionnement léger du fibrinogène, mais il peut aussi être perturbé par d'autres facteurs qui inhibent la thrombine. Ainsi, le temps de thrombine peut aussi être utilisé pour détecter la présence d'un inhibiteur de la thrombine en complément d'un TP ou d'un APTT. Donc, si je résume, c'est un test où l'on va déterminer un temps cut-off, simple et facile, mais pas précis en termes de quantité. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de calibration. Ce test est donc moins standardisé que la méthode de Claus, et ainsi, il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui n'utilisent plus le temps de thrombine. Effectivement, il y a plusieurs régions qui l'utilisent plus, ce TT, car il a été un peu abandonné au fil des ans en raison de sa faible sensibilité pour évaluer les niveaux de fibrinogène. Mais il s'avère finalement utile par contre pour détecter les traitements anticoagulants et les inhibiteurs directs de la thrombine tels que le dabigatran dans le plasma du patient. Et parfois, dans certaines régions, il est utilisé finalement aujourd'hui dans le bilan pré-analytique. Et si on parle maintenant du deuxième test, le temps de reptilase? Le temps de reptilase, lui, il mesure la conversion du fibrinogène en fibrine en utilisant du venin de serpent à la place de la thrombine. Il est donc aussi sensible que le temps de thrombine et n'est pas affecté par contre par des traitements comme l'héparine. Par conséquent, certains laboratoires vont l'utiliser en comparaison avec le test de thrombine pour vérifier si l'échantillon n'est pas contaminé par de l'héparine. Et ici, le terme contamination est important,
puisqu'il s'agit bien de vérifier une contamination lors du prélèvement ou de la préparation du plasma ou à cause d'un traitement à l'héparine, mais pas de le quantifier, de doser ces médicaments dans l'échantillon. Tout devient beaucoup plus clair maintenant. Malheureusement, il est temps de terminer notre podcast. Florence, est-ce que tu as une dernière recommandation pour nos auditeurs? Alors, concernant le test de fibrinogène, la recommandation serait d'utiliser la méthode de Claus de manière privilégiée, car c'est la méthode de référence. Et puis, il y a également la recommandation générale et habituelle qui est de bien respecter la notice et bien respecter la configuration de test. Eh bien, mesdames, il est maintenant temps de clore cet épisode. Merci beaucoup, Florence, pour ces précieuses informations et merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les références de la littérature sont répertoriées dans la description du podcast. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Twitter ou vous abonner à la chaîne de notre podcast Ask Stago sur votre plateforme préférée. N'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions sur notre adresse email ask@stago.com. Nous serons ravis d'y répondre dans un prochain épisode. À la prochaine! Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.